Bonjour à tous. On continue notre cours de droit du travail, ou plutôt droit social. Et après avoir étudié la semaine passée les caractéristiques du droit du travail et les sources du droit du travail, et on s'est arrêté à l'un des sources les plus importantes au niveau national, c'est le règlement intérieur. Et après cette source nationale, il y a le contrat comme source de droit du travail. Et le contrat constitue le cadre juridique fondamental de la relation de travail. Il définit les obligations de base de chacune des parties. Elle est en théorie directement discutée, conclue entre un employeur et un salarié. Mais la théorie, ce n'est pas la pratique. Dans la pratique, la plupart des contrats n'entrent pas dans le champ de la discussion des parties. Ça veut dire entre employeur et employé. Il s'apparente à un contrat d'adhésion dont les stipulations sont plus imposées qu'ils ne sont négociées. Ça veut dire que dans la majorité des cas, le salarié ne peut pas refuser. Elle accepte le contrat tel qu'il a été envisagé par l'employeur, c'est-à-dire celui qui propose ses conditions, ses clauses, ses règlements, etc. Et, en fin de compte, le salarié ne peut qu'accepter ce contrat et le laisser enfin. Comme vous savez, les droits du travail, ou bien les sources plutôt du droit du travail, font l'objet d'un classement hiérarchique. La hiérarchie s'établit comme suit. Les sources internationales, on l'a déjà évoqué, les traités et accords internationaux ratifiés, les conventions internationales de l'Organisation internationale du travail ratifiées, les sources communautaires, les règlements et les directives communautaires, surtout quand il s'agit de la directive européenne en matière de droit du travail. Il y a aussi les lois, les principes généraux de droit, les règlements, les décrets, les arrêtés, les conventions collectives, nationales extensibles, ordinaires, les accords collectifs d'entreprise et les accords collectifs d'établissement, les usages professionnels d'entreprise, le règlement intérieur et le contrat de travail. Il y a au niveau national, en premier plan, au niveau hiérarchique, il y a la Constitution. La Constitution est placée au-dessus des traités par les juridictions internes. Mais la thèse inverse semble être consacrée par les instances internationales. Il convient de souligner aussi que, en vertu du principe de faveur, une norme inférieure peut déroger à une norme supérieure. Il l'a déjà expliqué, quand il s'agit d'une norme en faveur du salarié, c'est-à-dire qui consiste à protéger le salarié. C'est une norme, par exemple, les usages sont de plus en plus pratiqués en matière de droit du travail, et ils ont une supériorité par rapport au règlement, aux arrêtés, aux décrets. Si dans cette source, par exemple, coutumière ou bien professionnelle, laquelle les usages, alors là, on peut appliquer et déroger la règle supérieure. Alors, dès lors que cette dérogation est favorable au salarié, ce qui confère à la hiérarchie des sources du droit du travail une connotation particulière. Ça veut dire que dans les autres branches de droit, on applique toujours la hiérarchie du supérieur
à une règle inférieure, c'est-à-dire le supérieur, c'est-à-dire que l'inférieur ne peut pas déroger le supérieur dans les autres branches de droit, mais dans le cas de droit de travail, il y a une connotation particulière, c'est-à-dire différente par rapport aux autres branches de droit. La norme inférieure peut déroger la norme supérieure. Vous savez que les droits du travail sont soumis, ou bien les droits de travail, à savoir ses sources, sont soumis au contrôle non seulement des juridictions, c'est-à-dire le contrôle de la juridiction, des juges et des institutions internationales, mais aussi des autorités administratives, à savoir le ministère chargé du travail, plus particulièrement la Direction générale du travail ou bien le service central, et l'inspection du travail, service extérieur. Le contrôle de cette application de la réglementation du travail et de l'emploi fait partie des principaux rôles de l'inspecteur du travail. Dans ce cas, les inspecteurs du travail disposent des pouvoirs d'investigation et des pouvoirs de sanction. Les pouvoirs d'investigation confèrent aux inspecteurs du travail un droit d'entrée et de visite avec ou sans assistance, en principe dans tous les établissements ou de toutes les entreprises qui sont soumis à leur contrôle, y compris la nuit en cas de travail nocturne, est un droit de communication et de présentation des documents légaux et des produits nécessaires à leur contrôle, à l'exclusion des perquisitions, bien entendu. Donc, je l'explique un petit peu, si vous voulez. L'inspecteur du travail dispose d'un pouvoir d'investigation. Alors, c'est quoi ce pouvoir d'investigation? C'est-à-dire qu'il a le droit de vérifier, de contrôler et de visiter et d'entrer dans toutes les entreprises, sans pour autant une assistance en principe dans toutes les entreprises qui sont soumises à leur contrôle, y compris même la nuit. Il peut même vérifier, contrôler la nuit, est-ce que cette entreprise respecte le règlement général, respecte le droit du travail, respecte l'hygiène, la santé, etc., etc. En deuxième lieu, il y a le pouvoir de sanction qui permettent aux inspecteurs du travail de dresser par la loi un procès-verbal des infractions constatées dans l'exercice de leur mission et relevant de leur contrôle. Et après, l'inspecteur peut saisir les autorités judiciaires compétentes en la matière, le procureur du roi qui apprécie l'opportunité des poursuites, et ces procès-verbaux font l'objet, jusqu'à preuve du contraire, d'une preuve considérable en matière de droit de travail. En cas de danger pour la santé et la sécurité des travailleurs, les inspecteurs peuvent mettre en demeure l'employeur dans un délai déterminé. C'est l'ultime avertissement qui demeure pour l'employeur une dernière chance que l'État laisse à la portée de l'employeur, c'est-à-dire de revoir son comportement à l'intérieur de l'entreprise, de vérifier, de contrôler et de veiller à ce que le droit fiscal, le droit social est très très bien respecté. En contrepartie de ces importantes prérogatives, les inspecteurs sont tenus de ne pas relever les secrets de fabrication, les procédés d'exploitation, c'est-à-dire le secret professionnel, respecter le secret professionnel, de garder confidentielles les plaintes des salariés, de ne pas avoir intérêt dans les entreprises et établissements soumis à leur contrôle et de notifier le procès verbal à l'intéressé. Donc, l'inspecteur du travail est tenu de respecter
ce secret professionnel qui est fondamental dans l'exercice de ses fonctions en cas de contrôle ou de visite de cette entreprise. Maintenant, on va entamer, après un bref aperçu sur les caractéristiques du droit de travail et après un aperçu sur les sources nationales et internationales du droit du travail, maintenant on va passer en première partie d'analyser, d'étudier les relations individuelles de travail. Le contrat de travail, deux points. Alors, qu'est-ce que c'est le contrat de travail? Le contrat de travail est la pièce maîtresse du droit de travail. Sa qualification extrêmement importante, car c'est celui qui fait acquérir aux travailleurs la qualité de salarié et détermine en conséquence l'application du droit de travail. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de contrat de travail, il n'y aura pas de l'application du droit de travail. C'est grâce à ce contrat qu'on peut appliquer le droit de travail. On applique aussi sa qualification. Est-ce que c'est un contrat de travail déterminé ou un contrat de travail indéterminé, et ainsi de suite. Alors, il est très important, dès lors, d'envisager sa notion, sa formation, son exécution et sa cessation, ainsi que les litiges qui pourraient en résulter. Alors, premièrement, la définition du contrat de travail. Le contrat de travail, on l'appelle depuis longtemps un contrat de louage de services. C'est-à-dire, je peux louer les services d'autrui, d'autres personnes. N'est pas défini par le Code du travail, mais à partir de certains critères retenus par les dispositions de notre travail, on peut dire que le contrat de travail est un contrat par lequel une personne, le travailleur ou l'employé, s'engage moyennant rémunération, dénommée salaire, à effectuer une prestation au profit d'une personne publique ou privée, physique ou morale, l'employeur, sous la direction et l'autorité de laquelle elle se place. Je répète, si vous voulez, pour que on détermine un petit peu ces éléments d'une manière précise. Alors, je m'explique. Le contrat de travail, c'est un contrat par lequel une personne, bien entendu physique, le travailleur, qui s'engage moyennant une rémunération, une somme d'argent, un salaire, à effectuer une prestation, c'est-à-dire elle doit travailler, au profit d'une autre personne publique ou privée, physique ou morale, dénommée l'employeur, sous la direction et l'autorité de laquelle il se place. Alors, qu'est-ce qu'on peut dégager ou bien tirer comme élément ou bien comme critère de cette définition? Alors, l'importance de ces éléments distinctifs se justifie par le fait qu'en cas de contestation sur l'existence d'un contrat de travail ou sur sa qualification, les juges sont obligés de rechercher l'existence de ces éléments. Alors, quels sont ces critères ou bien ces éléments? Les critères distinctifs du contrat de travail. Comme vous savez, et d'ailleurs c'est très simple, le contrat de travail est composé de 3 éléments essentiels que sont la prestation de travail, c'est-à-dire je m'engage
à prester, à donner un travail. Deuxième élément, la rémunération, c'est-à-dire le salaire, une somme d'argent. Et le troisième élément, le plus important dans toutes ces relations-là, c'est le lien de subordination. Alors, qu'est-ce que c'est la prestation de travail? Dans un contrat de travail, ou dans tous les contrats de travail, on ne peut pas envisager un contrat sans pour autant s'engager à fournir des services personnels. C'est-à-dire, le salarié s'engage à fournir ses services personnels, son travail, entre parenthèses, sa force de travail. La nature de cette prestation de travail importe peu parce que tout travail de l'homme est concerné. Je peux faire un travail d'une manière manuelle, je peux faire un travail intellectuel, je peux travailler dans une usine, dans un terrain agricole, etc., etc. Alors, cette prestation, ça peut être une activité manuelle, comme je viens de le dire, intellectuelle, et donc cette prestation de travail est un élément nécessaire du contrat de travail. Le travailleur ou bien l'employé est recruté pour l'accomplir, c'est-à-dire pour accomplir cette prestation de travail. Elle consiste simplement en une obligation de fait. Elle doit toutefois s'abstenir de tout acte qui entrave la bonne exécution de son travail. Elle en est ainsi de l'obligation de non-concurrence, de garder le secret professionnel ou simplement la discrétion, de ne pas accepter des dons aux promesses, de dons pour faire ou ne pas faire un acte qui relève de son travail. Et ces obligations de ne pas faire ne sont cependant que des accessoires de son obligation principale. Je m'explique pour bien détailler, pour bien développer cet élément-là. Alors, le travailleur, comme vous savez, recruté par un contrat de travail, recruté d'après toute une série d'entretiens, un CV, une lettre de motivation, son expérience, bien entendu, combien il a passé d'années dans un établissement, ou bien combien d'années il a travaillé dans une entreprise pareille, etc. Donc il est recruté pour accomplir une mission. La mission, c'est le travail. Et cette prestation, c'est une obligation de faire. Donc il est obligé de travailler, de fournir ce travail, quelle que soit la nature de ce travail. Bien entendu que le travail ne soit pas illicite. Donc, il doit toutefois s'abstenir de tout acte qui entrave la bonne exécution de son travail. Donc, tout travail, ou bien la prestation qui n'est pas, comment dirais-je, réglementée par le droit du travail, ou bien cette prestation qui peut entraver l'exercice ou bien la bonne fonction de son travail, n'est pas acceptable dans un contrat de travail. C'est-à-dire qu'il doit faciliter la tâche pour exercer, fournir cette prestation de travail. Et par conséquent, il est obligé de respecter la clause de non-concurrence. Ça veut dire qu'il ne va pas faire, comment dirais-je, un acte de concurrence vis-à-vis de l'entreprise là où il travaille. De garder, respecter, assurer le secret professionnel. Parce qu'une fois le secret professionnel divulgué par l'employé ou bien par le salarié ou bien par le travailleur, alors là, il peut faire l'objet d'une sanction par l'employeur et par
le juge, bien entendu, lorsque il y a la preuve probante comme quoi le salarié n'a pas respecté ses obligations. Alors, la prestation doit être accomplie volontairement, même si l'employeur est en droit de donner des ordres pour son exécution. Donc, il y a des ordres, bien sûr, il y a l'obligation de travailler d'une manière volontaire, c'est-à-dire il ne doit pas attendre l'ordre de son chef pour commencer un travail. Donc, une fois la feuille de route est tracée ainsi par l'employeur, donc le salarié doit exécuter. Il faut également, en dernier lieu, remarquer que la prestation de travail est successive. C'est pourquoi le législateur, d'ailleurs marocain à l'instar de toute une série de législations nationales des autres pays, comme la France, la Belgique, etc., a prévu une procédure pour la révision de contrat de travail. En cas de nullité, le contrat ne saurait être considéré comme anéanti rétroactivement. Mais la prestation n'est pas propre au contrat de travail. Il existe dans d'autres types de contrats. Deuxième élément, aussi parmi les éléments les plus importants, c'est la rémunération. Entre parenthèses, c'est le salaire. La rémunération est un élément nécessaire du contrat de travail qui est un contrat à titre onéreux, c'est-à-dire procurant à chacune des parties un avantage. Sa dénomination importe peu, salaire ou commission au traitement, mais elle ne doit pas être exclusivement constituée d'indemnités ou de pourcentage de chiffre d'affaires réalisé par l'intéressé. Donc, il se retrouve aussi dans d'autres contrats. La rémunération est certes un élément fondamental de l'existence de contrats de travail. Il n'y a pas de contrat de travail sans rémunération. Ça, c'est sûr. La jurisprudence considère que sans rémunération, il n'y a pas de contrat de travail. Mais elle est insuffisante pour qualifier un contrat de travail. C'est-à-dire, l'élément indispensable dans tout contrat du travail, c'est le salaire, c'est la rémunération. On ne peut pas envisager le volontariat dans un contrat de travail. Le volontariat, ça peut être envisagé dans d'autres domaines. Je peux être volontaire, mais ce n'est pas dans le contrat de travail. Je ne peux pas exercer, travailler, prester, donner, faire un travail d'une manière volontaire. Parce que le volontariat ne peut pas être envisagé dans un contrat de travail. L'élément le plus important dans ce contrat, c'est la rémunération. Il reste le troisième élément, c'est le lien de subordination. C'est la possibilité. Alors, le lien de subordination est la possibilité, c'est le pouvoir de l'employeur de donner des ordres et des directives aux salariés pendant l'exécution de la prestation de travail. Il peut contrôler son salarié, le surveiller et le sanctionner, le cas échéant. Il n'existe que dans le contrat de travail. Il se déduit surtout des conditions d'exécution de la prestation de travail, des éléments de fait. Mais ça ne veut pas dire que il y a l'abus dans
le contrôle dans la vérification de cette prestation. Ça n'exclut pas la simple indépendance technique du salarié. Son existence fait présumer celle de contrat de travail. Ça veut dire que, c'est vrai, l'employeur a le droit de me donner des ordres, de suivre ses directives pendant l'exécution de la prestation de travail, mais n'exclut pas une certaine indépendance de salarié au point de vue technique. C'est-à-dire, moi, en tant que salarié, j'ai un certain savoir-faire et je peux travailler selon mon savoir-faire, ce que j'ai appris durant les années que j'ai passées dans des autres entreprises. Et donc, l'existence fait présumer celle du contrat de travail, ce qui explique que le juge cherche systématiquement si cette condition existe lorsqu'il y a contestation entre les parties sur l'existence du contrat de travail. Et donc, ce lien de subordination, c'est le lien le plus important. C'est-à-dire, il y a une subordination juridique, économique, et même, à savoir, technique, c'est-à-dire que je suis dépendant de mon employeur et je travaille au profit de son entreprise. Et je dois exécuter les ordres qu'il me donne. Je dois veiller à la bonne application de ma prestation dans cette entreprise. Mais n'empêche que je suis indépendant en matière technique, c'est-à-dire que j'ai une marge de liberté dans l'exercice de ma prestation de travail. Voilà, donc on a essayé d'expliquer un petit peu quels sont les critères distinctifs du contrat de travail par rapport aux autres contrats. Et on a développé qu'est-ce que c'est le contrat de travail et on a achevé ce qui a été déjà développé dans la semaine passée, l'étude des sources nationales et internationales. Et donc, on va s'arrêter là, en attendant, Inch'Allah, de continuer notre cours, la troisième séance, Inch'Allah, la semaine passée, la prochaine, Inch'Allah, sur les différents types de contrats de travail. Voilà, sur ce, je vous souhaite bon courage et bonne continuation, et à très très bientôt.